Richard Verly, selon les résultats en voix, bien entendu, la majorité présidentielle et la NUPES sont quasiment à égalité. C'est ce qu'il faut retenir, notamment. Oui, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que la gauche est ressuscitée grâce à la radicalité que Jean-Luc Mélenchon a mise en œuvre depuis l'élection présidentielle et depuis sa décision d'appeler à être élu Premier ministre. Ça, c'est quand même très fort. Qui aurait parié il y a seulement 3 mois sur le fait que les forces de gauche pourraient réussir un tel score? Alors, quand il dit qu'il se rapproche de Matignon, il n'a pas tout à fait tort. Ça ne veut pas dire qu'il va y arriver, mais de facto, la gauche est revenue au premier plan du politique en France. Pas très loin du pouvoir, et ça, croyez-moi, au niveau européen, c'est tout à fait nouveau. Perrine Tarnon, on estime entre 150 et 190 sièges pour la NUPES, selon les premières projections. Ça serait donc la première force d'opposition au Palais Bourbon. Oui, c'est là le vrai pari réussi de Jean-Luc Mélenchon. Il a quand même échoué dès le premier tour de la présidentielle. Il est tout de suite remonté sur son cheval. Il est reparti en campagne pour ses législatives alors que Marine Le Pen partait en vacances, qu'Emmanuel Macron se taisait. Donc effectivement, là, il est la première opposition face à Ensemble et donc face à Emmanuel Macron. Donc c'est une victoire hier soir quand même pour la gauche enfin réunie, mais c'est un peu une victoire en trompe-l'œil. Parce que d'une part, effectivement, est-ce qu'il va réussir à rentrer à Matignon? Pour l'instant, les projections en siège le pari n'est pas réussi. Non, exactement, tout à fait. Et puis, par ailleurs, si on regarde un petit peu l'addition des voix par rapport au premier tour de la présidentielle cette année, ou même par rapport au premier tour des législatives en 2017, eh bien, la gauche ne progresse pas. Donc, elle stagne, voire même elle régresse par rapport au premier tour de la présidentielle. Donc, c'est un peu en trompe-l'œil quand même. Qu'on comprenne bien, Richard Verly, si la majorité présidentielle n'a pas la majorité absolue, comme c'est le cas actuellement, enfin jusqu'à présent au Palais Bourbon, qu'est-ce que ça implique en fait, tout simplement? Alors on rappelle les chiffres, il faudrait donc 289 députés, ça c'est ce qu'il faut pour avoir la majorité absolue. À mon avis, ça va quand même dépendre beaucoup de l'écart. Admettons que la majorité présidentielle rate de quelques sièges le seuil de 289. Très franchement, quand vous regardez la composition de cette Assemblée, quand vous voyez qu'il y a des divers gauches à peu près 15 députés, quand on sait qu'une partie des Républicains lorgne quand même vers Emmanuel Macron, cet intervalle-là ne paraît pas très difficile à combler. Si on est, je dirais, à 20 députés qui manquent, voire à 30 députés qui manquent, c'est tout à fait différent. Parce qu'à ce moment-là, il faut bâtir une coalition en dehors de Ensemble, c'est-à-dire en dehors du camp présidentiel. Et là, les négociations vont être dures. Perrine Tarnon, autre renseignement, le Rassemblement national peut espérer obtenir entre 20 à 45 sièges. Il pourrait donc de nouveau constituer un groupe à l'Assemblée. On va en parler dans un instant, mais je voulais avant cela que l'on écoute Marine Le Pen, justement. Quant à un racialiste, un indigéniste, un homme qui plaide en réalité pour le séparatisme, appelle à voter contre nous, ça veut dire qu'il y a beaucoup de Français qui vont voter pour. Voilà. Alors, elle parlait, Marine Le Pen, de Pape Diaye, le ministre de l'Éducation nationale, qui a appelé à voter contre le Rassemblement national. Je voulais qu'on revienne sur le score de Marine Le Pen, du parti de Marine Le Pen. Pari réussi ou pas ? Plutôt à pari réussi, si on regarde par rapport aux résultats des précédentes législatives en 2017. Évidemment, son score est beaucoup moins important qu'à la présidentielle, au premier et au deuxième tour de la présidentielle, parce que c'est un scrutin qui ne favorise pas vraiment le Rassemblement national, qui de fait est un parti isolé qui ne peut pas faire d'alliance. Donc le scrutin vraiment majoritaire des législatives ne sert pas le Rassemblement national. Après, on ne peut pas dire quand même qu'elle ait fait une très bonne campagne, Marine Le Pen. Je l'ai dit tout à l'heure, elle est partie 15 jours en vacances. Jean-Luc Mélenchon s'est imposé comme le premier opposant, alors que ça aurait pu être elle. C'est quand même elle qui était face à Macron au deuxième tour de la présidentielle. Et puis, si elle n'obtient qu'une vingtaine de députés à l'Assemblée nationale, ce sera toujours moins qu'en 1986. C'est l'année où il y avait eu un groupe, 35 députés, effectivement, du Front National à l'époque à l'Assemblée. Voilà, Marine Le Pen qui était déjà sur le terrain et déjà offensive, on vient de la voir. Et puis, on va voir aussi les grands vaincus de ce premier tour, ou ceux qui sont en ballottage défavorable, tour d'horizon avec Mévalo. Vous êtes déçu, monsieur Zemmour, à 800 voix près ? Il se présentait comme le sauveur d'un pays et d'une civilisation en péril. Mais les Français n'en veulent ni comme président, ni comme député. Au nom de tout notre mouvement, je veux dire aux Français qu'il faut continuer à se battre pour nos enfants, se battre contre l'islamo-gauchisme de Mélenchon et contre la gauche technocratique et carriériste de Macron. Avec un peu plus de 23% des voix dans la 4e circonscription du Var, le chef de file du mouvement d'extrême droite Reconquête est devancé par le candidat du parti de Marine Le Pen et celui de la NUPES.
Troisième place et revers électoral aussi pour une figure du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Dans la 4e circonscription du Loiret, le Rassemblement national est arrivé largement en tête. Jean-Michel Blanquer, lui, s'est vu ravir la 2e place de très peu par le candidat de la coalition, emmené par Jean-Luc Mélenchon. J'étais allé dans une circonscription pour laquelle je voulais éviter que les 2 candidatures radicales se retrouvent au 2e tour. J'ai donc échoué. L'ancien ministre de l'Éducation nationale accuse son adversaire de gauche d'irrégularité. Il va déposer un recours. Si le sort de certains est scellé, d'autres sont sur le fil. Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique, et Stanislas Guérini, à la tête du ministère de la Transformation et de la Fonction publique, affronteront au 2e tour leurs adversaires de la NUPES arrivés en tête, tout comme Clément Beaune, ministre délégué chargé de l'Europe. Ne vous laissez pas voler ce premier tour. La règle est claire, un ministre battu devra démissionner. Richard Verly, il y a beaucoup de choses à retenir finalement de ce premier tour. On voit des ministres en ballottage défavorable et puis la droite également qui va avoir du mal à se positionner. Oui, c'est très frappant et c'est là où le tableau en siège, parce qu'on connaît le système électoral français, il est assez trompeur parce que apparemment les Républicains pourraient sauver une 60aine de sièges, ils en ont une 100aine en ce moment, mais c'est quand même une défaite écrasante. La droite française est totalement perdue, en ce sens qu'elle est prise dans l'étau presque implacable entre d'un côté l'extrême droite, dont la patronne clairement maintenant est Marine Le Pen. Éric Zemmour, on oublie, il est parti à l'assaut de la forteresse Le Pen. On l'a vu, ça n'a pas marché. Mauvais résultat. C'est terminé. Et puis, d'autre part, le deuxième côté de l'étau, c'est évidemment Emmanuel Macron, on vient d'en parler. Et surtout, si Emmanuel Macron doit aller draguer des sièges pour sa majorité, il le fera où, à votre avis? Du côté des Républicains, donc encore plus de fractures. Donc c'est quand même un pan entier de l'histoire politique française qui semble extrêmement menacé, celui de la droite qu'on appelle de gouvernement. Perrine Tarnaud, vous vouliez réagir justement sur Emmanuel Macron. Il va falloir le surveiller ces prochains jours. Oui, il va falloir surveiller parce que c'est quand même hier soir un vote sanction vis-à-vis d'Emmanuel Macron qui perd des points par rapport à la présidentielle, qui perd évidemment beaucoup de points par rapport à 2017. Aujourd'hui, il y a quand même 45% des Français qui ne souhaitent pas qu'il ait une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il n'y a qu'un tiers des Français qui pensent que le gouvernement mené par Elisabeth Borne est un bon gouvernement. Donc on va l'attendre évidemment en campagne cette semaine. Il a fait une petite campagne. Il avait quand même 1 mois et demi devant lui pour faire campagne pour ces législatives. On l'a juste vu sur le terrain là, les 3 derniers jours avant le premier tour. Un dernier mot toutefois quand même sur l'abstention. C'est le grand vainqueur aussi malheureusement de ce scrutin. On le rappelle, taux d'abstention record 52,49%. Richard Verly, c'est hallucinant ce chiffre pour des élections, ça passionne plus. Hallucinant, malheureusement, c'est quand même un mal, l'abstention, assez commun à toutes les démocraties occidentales, il faut le reconnaître. C'est vrai que là, on peut se poser la question parce que justement, s'il s'agissait de sanctionner Emmanuel Macron, c'est ce que voulait Jean-Luc Mélenchon, là, il n'a pas complètement réussi son pari. D'où l'idée, va-t-il réussir à mobiliser d'ici au second tour? Je rappelle juste un point sur Emmanuel Macron, c'est que cette semaine, et ça tombe peut-être mal, on verra ce qu'il en fait, il est en Roumanie et en Moldavie, c'est-à-dire loin de la France. C'est pas très commode de faire campagne dans ces conditions. Merci pour ces toutes premières analyses, Richard Verly et Perrine Tarnaud. Et donc, on a rendez-vous, bien entendu, dimanche prochain.